Alors, on va vous demander maintenant comment vous voyez l'avenir. Est-ce que le mouvement social 2023 a modifié votre vision? Est-ce qu'il vous paraît avoir redonné au syndicalisme une crédibilité, une légitimité? Quels outils, quelle volonté de transformation faut-il saisir pour redonner au syndicalisme son efficacité, sa puissance d'agir et sa capacité à influer les politiques en œuvre? Et cette fois-ci, c'est Marie qui commence. Oui, alors moi je dirais que du point de vue de l'Alliance écologique et sociale, il y a une importance à vraiment prendre acte des nouveaux alliés, des nouvelles alliances qui sont en train de se créer et d'ensemble augmenter le rapport de force et de l'étendre le plus largement possible. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les organisations écologiques, elles sont en train de changer de réflexion. On n'est plus du tout dans la logique voilà, qui pouvait être au début de voilà, s'attaquer à la consommation. Là, il y a vraiment un questionnement sur la justice environnementale, qu'est-ce que ça veut dire, et du coup regarder le système de production, le monde du travail, les emplois et tout ce qu'il y a autour. Et de l'autre côté, il y a aussi une prise de conscience syndicale sur qu'est-ce que ça veut dire de travailler et de défendre les travailleurs et travailleuses dans une crise climatique de cette ampleur. Donc nous, on prend parti de dire qu'il faut vraiment s'appuyer sur l'expertise concrète des uns et des autres et pour donner des résultats très concrets. Donc au sein de l'Alliance, on a réussi par exemple à rédiger un rapport Pas d'emploi sur une planète morte, qui est vraiment le fruit de ces réflexions. Et donc il y a besoin d'acter ces nouveaux alliés et de composer avec. On pense aussi qu'il est bien de proposer plus largement que l'Alliance écologique et sociale quand c'est pertinent. Et on propose fréquemment des projets au pacte du pouvoir de vivre. C'était notamment le cas sur la tribune qu'on a publiée récemment sur le PLF. Donc on va aussi vers des alliances camps stratégiques plus larges. Une autre question que moi j'aimerais apporter, c'est aussi les enjeux de la jeunesse. Et ça, c'est important, je pense, de l'acter. C'est ce que ça représente, cette génération qui est en train de grandir dans une crise climatique où, en fait, le futur, il est incertain et personne ne sait comment faire et comment composer avec demain. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans cette crise climatique? Et donc, on voit que c'est vraiment un appel de la jeunesse. Il y a besoin d'être encouragé, d'être soutenu par les institutions syndicales et de sentir qu'il y a des réponses et que les jeunes ne sont pas seuls face à ces enjeux et que les forces syndicales proposent des solutions concrètes pour les accompagner. Donc ça, ce serait vraiment deux directions dans lesquelles continuer pour la suite. Marie-Franck. Merci. Donc même réaction initiale hein, que tout à l'heure, c'est assez compliqué de demander à un historien de s'exprimer sur l'avenir. Déjà difficile, c'est souvent de s'exprimer sur le présent, mais bon, on peut toujours dire ça par rapport aux questions, modifier votre vision. Le mouvement de 2023, d'une certaine manière, a été, enfin, pour moi, inattendu. Alors, disons, c'est pas inattendu que le mouvement survienne et qu'il y ait une mobilisation. Il était très clair dès le départ que la réforme centrée sur le recul de l'âge de la retraite provoquerait une réaction très vive et que cette réaction serait partagée par l'ensemble des organisations syndicales. Si je prends donc l'angle que j'ai privilégié ici, celui de la CFDT, elle avait fait déjà depuis longtemps de cette question de la mesure d'âge une ligne rouge à ne pas franchir. On l'a vu en 2019, mais dans un contexte tout à fait différent où elle portait elle-même un projet de réforme qui était le projet du système universel à points qu'elle avait défendu et qui a été définitivement abandonné. Donc ici, il n'y a plus de système universel,
Et il n'y a que la mesure d'âge. Donc c'était assez prévisible qu'il y ait une mobilisation assez forte. Et c'est vrai aussi, de manière générale, pour les organisations dites réformistes, dont la CFDT serait un peu la tête de proue. Sans compter les attaques d'Emmanuel Macron contre les corps intermédiaires et sa volonté affirmée de réformer sans les organisations syndicales qui seraient cantonnées à l'entreprise. Et même très tôt, semble-t-il, d'après les échos qu'on a pu voir dans la presse, d'écarter spécifiquement la CFDT. Pourtant très bien disposée à son égard en 2017, mais clairement, elle est perçue comme quelque chose qui empêche d'agir comme on le voudrait. Et la CFDT présente dans l'intersyndicale et présente jusqu'au bout, ça devient quelque chose de tout à fait qui pose problème au pouvoir politique. Mais là, encore une fois, le mouvement et l'unanimité syndicale, ça n'est pas une surprise. Ce qui surprend, c'est la durée, on l'a dit, la bonne tenue du front syndical dans la durée, l'ampleur de la mobilisation, un syndicalisme qui est visible dans les rues, comme il l'a été d'ailleurs, mais à ce moment-là sans l'unanimité en 1995, alors que on voyait un syndicalisme complètement ringardisé par les coordinations. Ici, le mouvement des Gilets jaunes, pas plus que les coordinations d'ailleurs, ont bien montré les faiblesses du syndicalisme, mais elles n'ont pas préfiguré sa disparition. Et de ce point de vue-là, on peut, du côté syndical, se montrer optimiste. Mais les difficultés structurelles dont on a parlé, elles sont toujours là. Les bouleversements de la production, l'éclatement des collectifs de travail, la précarisation, la difficulté d'agir dans le privé, mais pas seulement, et la faiblesse de la syndicalisation, malgré le rebond dont on ne sait pas s'il sera durable ou non, pose la question de la représentativité du syndicalisme. Tu l'as évoqué, mais je pense que c'est une question récurrente, même si on peut considérer que finalement, c'est pas si mal que ça. C'est quand même un talon d'Achille dur, quoi. Enfin, je ne sais pas si l'expression tient debout, mais en tout cas, c'est un talon d'Achille. Un refus clairement assumé de la part du pouvoir politique également de se passer des syndicats. Alors, pour la suite, comment ? Peut-être simplement, tout ce que je pourrais dire, c'est que il est peut-être possible de s'appuyer, ou certainement nécessaire, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est nécessaire de s'appuyer certainement sur les acquis du mouvement, donc le caractère unitaire durable, la concertation quasi permanente et perçue comme un socle indispensable à une efficacité forte ou non, mais en tout cas une forme d'efficacité, et une ouverture sur des questions que le syndicalisme ne peut plus ignorer et dont il devrait ou pourrait se saisir à bras-le-corps, la question de la démocratie politique et de la démocratie sociale, les questions de désaffiliation sociale, du sens du travail, pourquoi pas de la démocratie au travail, puis les questions dont il a ici, celle de la crise climatique. On est bien dans un futur incertain, mais c'est aux plus jeunes et à nous aussi de travailler à peut-être rendre ce futur moins pénible, comme l'a dit Marie. Merci Véronique. Alors, oui, donc ce mouvement, en effet, avec l'unité qui a été le sien et qui a avancé donc dans l'intérêt des travailleurs et des travailleuses, cette unité à 8, qui a été un atout, ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. En effet, je pense qu'il y a eu ça a appuyé une légitimité de l'action syndicale et du syndicalisme. Nous sommes toujours favorables de toute façon à l'unité d'action et nous avons recherché cette unité d'action. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. On va voir maintenant dans le futur si cette unité a durablement rebattu les cartes
Et ça, on le verra en effet sur le terrain. Et on essaiera de voir en effet toujours comment mener l'unité d'action dans ce domaine avec les mêmes, disons, atouts dès que ce sera possible. Cependant, il y a une autre tâche qui nous incombe et qui nous attend de manière assez urgente maintenant. C'est celle qui est inscrite dans nos mandats aussi. Et c'est celle qui consiste à essayer de construire un nouvel outil syndical pour différentes raisons, mais en particulier pour faire face à tous les périls qui nous menacent malheureusement, à commencer par la montée des idées d'extrême droite, mais aussi le péril écologique, mais aussi le libéralisme à tout va, etc. Alors, ce nouvel outil syndical que nous avons donc dans nos mandats, qui passe évidemment par donc la construction avec nos partenaires donc du syndicalisme de transformation sociale, nos partenaires privilégiés donc que sont la CGT et Solidaire, mais également sans exclusive, donc, mais qui commence donc par un travail en fait pérenne, d'un cadre pérenne pour essayer de se rassembler et d'avancer ensemble et de travailler ensemble. Nous, on a ça dans nos mandats depuis longtemps, hein, mais on le réaffirme à chaque fois et c'est un mandat qui se fortifie, on peut dire. C'est-à-dire que la dernière fois, notamment au dernier congrès, comme nous avons en plus eu la chance d'avoir les leaders syndicaux de la CGT et de Solidaire à notre congrès, nous avons pu affirmer quand même une volonté d'avancer dans le même sens. Alors je sais que depuis, il s'est passé des choses dans les différentes organisations, mais ça c'est la vie. Mais il n'empêche qu'on a quand même cette volonté et cette orientation commune d'avancer vers la construction de ce nouvel outil. Ce nouvel outil, si on veut le construire, on ne part pas de rien. Je parlais tout à l'heure des luttes féministes et de l'importance de la cause féministe dans nos préoccupations. On a en effet une intersyndicale femmes qui existe depuis plus de 20 ans et qui, à mon avis, n'est pas pour rien dans le fait que cette question-là, elle soit aujourd'hui aussi centrale dans nos revendications, dans nos préoccupations et dans nos mobilisations. Donc c'est une question maintenant qui est sur le devant de la scène politique et qui est vraiment inscrite dans le débat public. Je pense que vraiment, si on se met en effet tous autour de la table pour porter ensemble des questions comme celle-là, on a beaucoup plus de force de frappe. On ne part pas de rien non plus parce que dans nos régions, dans nos sections départementales, on connaît déjà des cadres comme ceux-là qui travaillent, c'est-à-dire un cadre avec FSU, CGT, Solidaire, qui travaillent de manière répétée, voire pérenne, et qui existe depuis longtemps, qui est fondée sur une orientation politique partagée, en tout cas pour l'essentiel, hein, pour faire court, en tout cas sur l'orientation d'un syndicalisme de transformation sociale. Il faut faire converger toutes ces forces-là et il faut donc s'atteler à construire ce nouvel outil. Si on veut se projeter dans l'avenir, il me semble que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille et qu'on se donne donc les moyens de se mettre tous autour de la table. Alors, sans dire évidemment que les choses vont être simples, je pense qu'il faut se mettre tous autour de la table dans un cadre national de discussion, déjà pour évaluer les obstacles qui sont devant nous, évaluer les éventuelles difficultés, les éventuelles faiblesses de la situation actuelle, mais aussi rappeler les richesses qui sont les nôtres. On a beaucoup parlé, par exemple, ce matin de la construction de la FSU, on a parlé du pluralisme, on a parlé du rassemblement, qui étaient des richesses. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avancer dans ce sens. Pour finir, ce débat dans un cadre national de discussion, il faut également le mener dans un cadre local de discussion. C'est-à-dire qu'il faut porter le débat au sein de nos sections départementales, auprès de nos militants, dans des cadres beaucoup plus locaux, oui, je ne trouve pas de mots, donc partant du terrain et débattre en effet de la construction de ce nouvel outil syndical avec les difficultés du terrain, parce qu'on sait très bien que dans certains endroits, des intersyndicales pérennes existent et avancent, mais dans d'autres endroits, il y a plus de difficultés parce que moins d'implantation de telle ou telle organisation et qu'il faut en effet tenir compte de tous les équilibres. Évidemment, ce n'est pas le seul projet pour l'avenir du syndicalisme. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a notamment la question de la jeunesse dont parlait
parlait Marie tout à l'heure. Il y a évidemment d'autres défis, mais il me semble que si on voulait mener à bien une réflexion et être très... déjà s'engager pour construire un avenir qui nous redonne du sens et qui nous redonne de la force, il faudrait vraiment s'atteler à donner corps à ce mandat de nouvel outil syndical de transformation sociale. Voilà. C'est Véronique. Jean-Marie. Oui, bon, c'est normal de terminer par ce qui peut donner, terminer cette phase-là de la discussion par ce qui peut donner encouragement. Bon, sur la question de l'unité, moi, je suis assez à l'aise avec ça parce que j'avais écrit avant le mouvement que sans l'unité, point de salut. Donc, ce cadre unitaire est un acquis du conflit et la base sur laquelle on peut reconstruire des choses. C'est un prérequis, c'est-à-dire que rien n'est réglé. Mais sans ça, il ne se passerait rien. Et là, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il est à peu près acquis pour tout le monde que ce cadre intersyndical large a modifié le cadre dans lequel le syndicalisme peut ou non exister. Parenthèse, en passant, l'unité syndicale, c'est pas la fin des divergences. C'est pas proclamer la caducité des divergences. C'est modifier le cadre dans lequel celles-ci peuvent s'exprimer. C'est pas la même chose, ça change tout. Hein. En 1966, quand il y a eu le pacte unitaire entre la CGT et la CFDT, il ne s'agissait pas de réduire les divergences et elles étaient au moins aussi importantes qu'aujourd'hui. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. La question de l'URSS pour les uns, la question du passé catholique social de la CFDT qui émergeait à peine dans ces années-là, entre les deux organisations, c'était pas facile à avaler. Et pourquoi il y a eu malgré tout ce pacte unitaire? C'est parce qu'il y avait une attente très forte de la conflictualité, une demande sociale des travailleurs qui était extrêmement forte et que la légitimité de chacun passait par ce pacte unitaire qui a été un peu forcé d'ailleurs dans les deux organisations parce que c'est une construction au sommet qui a créé des remous à l'intérieur des deux organisations. Donc l'unité, oui, c'est un acquis et il faut le préserver. Ça n'empêchera pas encore des crises et des divergences. Hein. Là, il y en a en ce moment qui se préparent sur les retraites complémentaires. Là, il y aura des accords entre les syndicats. Bon, bah oui, des accords, il y en aura. C'est l'évidence. Hein. C'est pour ça qu'il y a tant de syndicats, d'ailleurs. C'est parce qu'il y a plein de désaccords. Mais le maintien du cadre unitaire, c'est absolument décisif. C'est-à-dire trouver à s'accorder sur l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est quoi? C'est 3 thèmes qui ont été un peu évoqués là, que j'avais aussi un peu développé dans mon bouquin. C'est l'articulation de ces champs revendicatifs un peu classiques qu'on a avec la question du travail, dont on voit bien après la pandémie, mais les signes avant-coureurs étaient déjà là depuis une 10 ou quinzaine d'années. Hein, la contestation des indicateurs, ce travail débile auquel conduit le néolibéralisme jusqu'à l'organisation des entreprises. Donc ça, c'est un chantier qui maintenant explose à la figure de tout le monde, même au management d'ailleurs, qui commence à réaliser qu'il pédale dans la semoule, mais aussi la question féministe. Et je crois que ce qui se passe depuis... pas qu'en France, mais c'est un grand mouvement international qui a l'Iran, etc., qui a une puissance extraordinaire, qui aura des effets. Et je vois que je constate comme vous que c'est pris en compte. Et de toute façon, on peut compter sur les femmes dans le mouvement syndical pour que le sujet ne soit pas oublié. Et puis la question écologique, effectivement, qui quand même, quoi qu'on en dise, pénètre en masse dans les syndicats. Hein. Alors les pactes, les accords qui ont été passés là, mais même au sein des syndicats. La reformulation des revendications, on le voit dans la CGT, à son congrès, il y a eu ce débat sur... il n'y a pas eu de débat d'ailleurs, mais en tout cas, on a cru sentir que les questions écologistes, oui, mais en même temps, on voit des fédérations, des UD qui travaillent sur ces questions-là, même la métallurgie qui travaille avec des associations écolos sur la voiture propre, etc. Donc c'est un terrain qui est travaillé. La tension entre l'environnement et le social, c'est l'héritage de l'industrie, hein, et quand même du poids qu'elle a eu dans les représentations syndicales. Donc il faut un peu de temps pour tout ça, mais je pense que le processus est en cours. Il prendra un peu de temps, mais c'est en cours et ça va reformuler l'approche revendicative des syndicats. Il faut que le syndicalisme devienne le lieu d'intersection de ces différentes tensions qui viennent s'ajouter au répertoire classique. L'emploi, l'inflation, les salaires, tout ça, c'est pas du tout caduque.
loin de là, puis la période actuelle le montre bien, mais c'est un véritable enrichissement revendicatif. Alors pour faire tout ça, pour prendre en charge tout ça, qui est la condition quand même de l'avenir, il faut il faut quand même autre chose comme volume, quoi. C'est pas avec le nombre d'adhérents qu'il y a à l'heure actuelle, la taille des équipes syndicales, que tout ça peut être fait. Il faut vraiment un bond en avant, une reconfiguration globale des syndicats. Je ne rentre pas dans le détail. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à dire ces questions-là, mais il faut vraiment il faut bouger les bureaucraties, quoi, parce que moi, je ne suis pas du genre à critiquer les bureaucrates qui sont dans leur bureau. C'est pas ça la question. Mais la bureaucratie, c'est une catégorie. C'est pas, avant d'être une insulte, c'est un rôle social, la bureaucratie. Et il faut de la bureaucratie. C'est-à-dire qu'aucune organisation ne se reproduit dans le temps. Il y a de belles pages là-dessus, non seulement chez Max Weber, mais chez Georges Simmel, à mon avis, qui a le mieux vu le rôle que pouvait jouer une bureaucratie dans la reproduction d'une forme sociale au cours de son développement historique. Les coordinations, c'était ça leur problème. Elles récusaient la bureaucratie. Résultat, ça marche bien pour une lutte, mais après, ça peut plus. Il faut mais il ne faut pas n'importe quelle bureaucratie. Il ne faut pas une bureaucratie qui se bureaucratise, la loi des reins, bien connue, de la bureaucratie qui devient un frein à toute transformation de ce qu'elle est chargée de mettre en forme. Aujourd'hui, on en est là. Moi, je pense qu'il y a quand même un poids aujourd'hui des bureaucraties qui est absolument considérable et qui est évidemment un frein à ce redéploiement nécessaire du syndicalisme dans la société. Et puis, dernier point, moi, je suis quand même, je ne dois pas être le seul dans cette salle à être quand même un petit peu inquiet par la tournure que prennent un certain nombre de choses. D'abord, en marge, ce n'est pas ma plus grosse inquiétude, mais la question de la grève quand même. Il faut qu'on y réfléchisse parce qu'on se rend compte que la question de la grève, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à pratiquer. D'abord, la grève a un peu disparu. Alors, il y en a toujours des grèves, heureusement, et qui produisent des résultats. Il y en a tous les jours, etc. Il ne s'agit pas du tout de prononcer de la caducité de la grève. Ce n'est pas du tout mon opinion, mais de s'interroger sur les conditions dans lesquelles aujourd'hui on arrive à s'en servir. On s'est rendu compte quand même dans ce conflit que faire grève devenait presque incongru dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que ça devient c'est sorti du paysage depuis une trentaine d'années. Et il y a des endroits où les gens auraient bien voulu faire grève, mais ils sentaient, pas seulement de la part des patrons, ça c'est pas très nouveau, mais des collègues, le regard des collègues, le regard des autres, que ça devenait difficile d'assumer le fait d'être en grève, encore une fois, pas seulement par rapport à l'employeur, mais par rapport aux autres. Aujourd'hui, il faut voir aussi que c'est lié aux transformations du travail. C'est-à-dire qu'avant, longtemps, le rapport du travailleur, c'était à la matière. Donc, quand il arrêtait de travailler, il savait. Aujourd'hui, on est dans une économie où tout le monde travaille pour les autres. Le rapport à la matière, aujourd'hui, on a un travail on manipule des signes. On manipule beaucoup moins de matière, on manipule des signes. Et en fait, des signes qui sont envoyés à d'autres travailleurs. En fait, quand on fait grève, c'est les collègues qu'on gêne. C'est les usagers qu'on gêne. On gêne nos semblables. Voilà. Les patrons, on les voit, ils sont terrés dans leur coin, ils disent rien. Le gouvernement, il s'en contrefout jusqu'au jour où on bloquera effectivement le pays. Mais donc, en fait, ça devient extrêmement... je pense qu'il y a un sujet à réfléchir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire grève. Encore une fois, je réaffirme bien, il ne s'agit pas du tout de ça. Au contraire, c'est comment on essaie de retrouver des espaces pour créer. Il ne suffit pas d'un appel comme ça, futile de l'intersyndical, pour que les gens se mettent en grève. Il faut travailler ce sujet. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est la guerre. Les relations internationales, ça pèse de manière très importante dans les rapports de force sociaux. Un regard sur l'histoire le montre très facilement. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un climat... Alors bon, l'Ukraine... Israël, Palestine, l'ex-Yougoslavie qui commence aussi à bouger, et d'autres. On a la guerre qui se réinstalle dans le paysage des relations internationales de manière extrêmement préoccupante. Le mouvement syndical n'a pas la réponse à ça. On est bien d'accord. Mais pour dessiner le contexte, il faut tenir compte. Et le troisième point, le Rassemblement national. L'extrême droite, d'une façon générale, parce que malheureusement, ce n'est pas que le Rassemblement national, mais c'est entre autres le Rassemblement national. Donc on a quand même ces trois thématiques et je pense qu'il y a une chose dont il faut, au registre des préoccupations, c'est la question de l'amertume de masse, la rancœur. Et le mouvement social, évidemment, c'est normal, a nourri ça. Mais ça se nourrit tous les jours d'un certain nombre de thématiques, les colères, l'amertume, tout ça, attention à ça. Ne croyons pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais ne croyons pas naïvement
que tout ça fait le jeu d'un mouvement social tiré vers les forces de progrès. C'est un enjeu de lutte, ça, la question des colères. Et je crois que le rôle historique des forces progressistes, ce n'est pas d'alimenter la colère ou de croire s'en servir, c'est de produire de l'espérance. Et c'est ça qui est en panne. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à penser et à faire vivre un certain nombre d'idées qui correspondent pour une grande masse de travailleurs à renouer l'espérance. Bon, vous connaissez le chant de l'enfer de Dante, où Dante arrive avec Virgile devant la porte de l'enfer, et au-dessus, c'est marqué « Toi qui arrives ici, abandonne tes espérances ». Bon, l'abandon des espérances, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour le camp du progrès, et c'est à ça qu'il faut travailler. Et le programme politique, normalement, répond à ça. Aujourd'hui, il a quelques mal à émerger, mais je pense que le syndicalisme, aujourd'hui, avec cette légitimité reconquise, il peut tenter, au moins, de produire quelque chose qui représente une nouvelle espérance sociale pour des millions de travailleurs.